Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Le Davos d'été, édition estivale du Forum économique mondial, se tient chaque année en Chine depuis 2007. Événement annuel, aussi appelé la réunion annuelle des nouveaux champions, l'événement se concentre sur les toutes nouvelles tendances de l'économie mondiale. Et cette année, le thème principal est la révolution industrielle 4.0. Que signifie ce concept et quel va être son impact sur la Chine? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Avant cela, je vous propose de regarder un reportage. Le Forum de Davos, ou Forum économique mondial, est une fondation à but non lucratif qui réunit des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques du monde entier et des experts afin de débattre des problèmes les plus urgents de la planète. La réunion annuelle a lieu chaque année au mois de janvier dans la ville suisse de Davos, qui a depuis donné son nom à l'événement. En 2007, le forum s'exportait pour la première fois hors de Suisse pour se tenir en Chine. Depuis, ce grand rendez-vous d'affaires qui fait la part belle aux économies émergentes se tient chaque été de manière alternée dans les villes de Tianjin ou de Dalian. La réunion sert de plateforme aux dirigeants d'entreprises pour échanger leurs expériences et soutenir le développement des multinationales des pays émergents afin qu'elles deviennent des pionnières au sein de la prochaine génération d'entreprises globales. Le Davos d'été a donc été baptisé la réunion annuelle des nouveaux champions et se veut complémentaire du forum de Davos d'hiver. La Chine a déjà organisé avec succès les 10 premières éditions. Le thème principal du forum de Davos d'été 2017 est la réalisation d'une croissance inclusive lors de la 4e révolution industrielle. Le programme de 2017 se concentre sur 4 thèmes qui vont structurer plus de 200 sessions lors de cette rencontre de 3 jours. Les participants vont réfléchir aux moyens de promouvoir des technologies centrées sur l'humain, d'anticiper l'innovation durable, de créer des systèmes durables et de répondre aux mutations géoéconomiques. Le Forum économique mondial est l'endroit où les dirigeants et les leaders du monde entier se retrouvent, combinent les expertises et les synergies pour mieux répondre aux défis du futur. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui 2 invités. Madame Miao Zhou, vous êtes Bonjour. Consultante commerciale et culturelle sino-française. Et Monsieur Song Qing, vous êtes chercheur à l'Institut d'études internationales de Shanghai. Alors tout d'abord, je pense qu'il est important de donner un éclaircissement aux téléspectateurs, de dire quel est le rôle exact du Davos d'été qui a lieu chaque année en Chine et quel est le rapport entre Davos d'hiver et Davos d'été. Madame Miao. Oui, c'est parce qu'en 1971, Monsieur Klaus Schwab, qui a proposé de fonder un forum de gestion européenne, il avait lieu à Davos en Suisse. Et après, en 2007, ce forum a introduit la réunion annuelle de nouveaux champions. C'est plus pour la Chine et pour les pays émergents économiques. Ça veut dire pour les nouveaux pays. Donc, pour ancien forum, il s'agit plus de l'économie mondiale, les problèmes plus graves et plus urgents du monde. Et le nouveau forum, on l'appelle aussi par l'habitude Davos d'été, c'est plus pour la Chine et pour les autres nouveaux pays émergents, le problème économique de nouveaux pays. Quel genre de plateforme le Davos d'été fournit à ses membres, Monsieur Song Qing? En fait, le Davos d'été en Chine, ça fait déjà 10 ans à peu près, et puis depuis 2007. Et puis souvent, si on jette un coup d'œil dans l'histoire, il y a toujours un mot-clé dans chaque édition. Et cette année, c'est plutôt la révolution industrielle. C'est un nouveau thème. Donc, c'est-à-dire que ça nous emmène dans une nouvelle piste de réflexion où on va et comment faire pour mieux établir notre pays commun. Et puis aussi, le Davos d'été qui fait venir, qui rassemble beaucoup d'entreprises, pas que des entreprises, les 500 premières dans le monde entier, mais aussi les entreprises émergentes. Ça, c'est très important parce que la Chine, c'est le plus grand pays en voie de développement, comme on dit toujours. Et puis aussi, on a un chef de file dans le monde tiers et dans le monde des entreprises en voie de développement aussi.
la Chine aussi, c'est une économie de marché, une économie émergente. Donc, la Chine a un rôle crucial à jouer en la matière. Et aussi, ça fait partie de notre esprit de contribuer à la gouvernance mondiale en matière d'économie. Voilà. Justement, comme vous avez mentionné, si on regarde les thèmes de Davos, on peut effectivement suivre les toutes nouvelles tendances de l'économie mondiale. Alors, cette année, on a vu que le thème principal est la révolution industrielle 4.0. Donc, quel regard portez-vous sur cette nouvelle tendance, Madame Yang? Parce que maintenant, c'est l'industrialisation de 4e génération. Nous sommes en train d'entrer une nouvelle ère, ça veut dire une fabrication cyber physique. Ça veut dire qu'il s'agit de deux parties. Première partie, c'est la fabrication physique, matérielle. Et deuxième partie, il s'agit de fabrication, ou bien plus, c'est une communication dans la cyberespace. Parce que ce n'est pas une fabrication réelle, c'est une communication. Échange les avis ou notamment échange les données. Donc, ça veut dire c'est une combinaison de fabrication des produits industriels avec les données dans la cyberespace. Je pense que dans ce domaine, la Chine, il a beaucoup un grand esprit d'être avancé, mais pas derrière comme les 3 générations avant. Parce que s'il s'agit de la fabrication industrielle, maintenant la Chine est le pays le plus grand et le plus fort de fabrication industrielle. Nous possédons un système plus grand et plus complet. Ça veut dire que la Chine peut fabriquer presque toutes les sortes de produits industriels, de plus simples au plus complexe, de plus niveau bas à plus niveau haut. Et donc, ici, nous jouir une grande prospérité. Et la deuxième partie est pour dans la cyberespace. Même que nous ne sommes pas le plus développés, mais quand même nous possédons un réseau plus grand et nous possédons le plus nombreux d'internautes et aussi le plus nombreux de consommateurs sur Internet. Donc je pense que pour la 4e génération, si nous pouvons bien profiter de nos conditions et bien utiliser, notamment parce que la Chine a plus des intellectuels, des ouvriers bien formés, les ingénieurs bien formés, nous possédons le plus nombreux de manœuvres de bonne qualité. Je pense que si nous profitons de ces conditions, nous pouvons occuper une place très importante. Et aussi cette année, on a un double mot-clé dans cette édition. On parle non seulement de la révolution industrielle 4.0, mais aussi du développement durable inclusif. Mais pourquoi on fait appel à ce qui s'appelle inclusif? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on n'est pas suffisamment inclusif, n'est-ce pas? Maintenant, si on regarde le monde entier, l'anti-mondialisation est omniprésent et tout le monde parle de cela avec Trump, avec le Brexit. Et puis, il faut, je dirais plutôt, cette voie, c'est la réflexion, c'est le mécontentement de la mondialisation qui a bien sûr des problèmes incontournables. Donc, il faut réagir ensemble, il faut faire appel à une mondialisation inclusive et aussi durable. Mais comment faire? Parce que c'est toujours plus facile de dire que de faire. Maintenant, on fait face à beaucoup de problèmes. Et puis, il faut trouver un remède collectif. Et à mon humble avis, il faut faire 3 choses. Il faut être mutuellement inclusif, mutuellement soutenant et mutuellement adaptatif pour mieux se comprendre, pour mieux coopérer ensemble. Voilà. Depuis 1979, la Chine et le Forum économique mondial maintiennent d'excellentes relations de coopération.
Au fil des ans, de nombreux hauts dirigeants chinois se sont rendus à Davos et y ont prononcé des discours. Mais en janvier 2017, Xi Jinping devenait le premier président chinois à se rendre au forum de Davos et prononçait le discours d'ouverture de la plus importante réunion économique mondiale. 要适应和引导好经济全球化，消解经济全球化的负面影响，让它更好惠及每个国家、每个民族。 Pour l'opinion publique internationale, la stratégie de développement de la Chine et sa gouvernance économique font désormais figure de référence. Le président Xi Jinping a rappelé que la Chine était partie intégrante du monde et de l'économie mondiale, qu'elle avait l'intention de s'ouvrir au monde entier. C'est très important. Le président Xi a clairement indiqué les mesures concrètes que la Chine allait mettre en place afin de stimuler la globalisation. C'est extrêmement rassurant. En fait, cela rejoint un peu le sens de discours du président Xi Jinping sur la mondialisation lors du dernier Davos d'hiver. En fait, je voudrais savoir, beaucoup de gens attendent un peu la réaction de la Chine face à ce que vous avez mentionné, la vague anti-mondialisation. Quel rôle la Chine entend jouer alors au sein de l'économie mondiale aujourd'hui, Madame Yang? Et je pense qu'il n'existe pas une chose parfaite, comme M. Xi Jinping a dit. La globalisation, bien sûr, il n'est non plus parfait. Il existe des éléments positifs et aussi négatifs. On ne peut pas accuser la globalisation qui a fait, par exemple, la pauvreté ou désastre ou bien le déclassement de classe moyenne. Non, ce n'est pas la faute de globalisation. Donc, je pense que pour la Chine, ou bien pour nous, tout le monde, il faut stimuler, faire la promotion de positif et essayer d'éliminer le négatif. Nous prendre une série de mesures pour essayer d'éliminer les décalages entre le parti Est plus développé et le parti Ouest moins développé. C'est aussi une sorte, un résultat de globalisation. Par exemple, les usines déplacent dans les parties moins développées. C'est aussi, ça veut dire, ces parties-là ont de chances d'établir des usines, embaucher les ouvriers, participer à la système de fabrication industrielle. C'est pas seulement en Chine, c'est aussi pour les autres pays moins développés comme les pays américains ou pour les pays américains latins. Donc, pour nous, on pense que les gens pauvres dans ces pays africains où les pauvres américains latins ont aussi le droit de partager la rentabilité. Donc la globalisation, c'est leur chance. Je pense que vous avez mentionné un point très important, c'est que dans l'esprit des Chinois, il y a toujours existe cette notion de gagnant-gagnant comme développement pour tous, inclusivité. Mais je pense, est-ce que c'est un concept qui est un peu difficile à accepter ou comprendre par le monde occidental? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que la Chine, aujourd'hui, qui travaille pour le monde entier, on ne vous donne pas de boisson. On vous apprend à pêcher. C'est ce qu'on fait et ce qu'on dit à la fois. Et je me permets de citer un autre exemple aussi en Afrique. C'est que si vous avez la chance, vous avez l'opportunité de voyager en République du Congo. Maintenant, leur lien avec la Chine est beaucoup plus étroit que les autres pays dans l'Afrique francophone. Pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'il y a d'un côté beaucoup d'entreprises chinoises qui s'installent pour essayer de contribuer à la construction, à l'édification de la ville, du pays, en faisant des infrastructures de tous azimuts. De l'autre côté, les locaux, le peuple congolais qui ont une envie d'apprendre le chinois. Donc l'Institut de Confucius se développe très rapidement
Voilà, c'est un bon signe aussi. Et puis aussi, je pense que pour moi, je ne peux dire que ce n'est pas tout le monde qui peut accepter gagnant-gagnant immédiatement. Certains peuvent accepter, mais les autres peut-être non, parce que pour certains pays, ils pensent que la Chine me donnait quelque chose et je vais donner quelque chose à la Chine, c'est gagnant-gagnant. Mais pour certains autres pays, ils pensent qu'auparavant, j'occupais par exemple 80% de marché. Maintenant, la Chine entre, je n'occupe que 60 ou même 40 ou même de moins en moins. Donc, je suis perdue. Ils ne pensent pas que le chiffre d'affaires est grand, mais ils calculent simplement le pourcentage. Mais maintenant, la tâche de Chine, ça veut dire qu'il faut expliquer aussi par notre effort pour montrer que l'entrée de Chine, c'est gagnant-gagnant. Ça veut dire que tout le monde fait un gâteau plus grand. On ne calcule pas simplement le pourcentage, parce que 10% un petit gâteau, c'est moins grand qu'un pourcentage qu'un gâteau plus grand. Tout le monde peut voir, mais il faut expliquer et montrer ce que nous avons fait. Ça veut dire que le développement est profitable pour tous, en fait. Oui, oui. Mais parce que le développement est vraiment profitable par tous, mais ça veut dire qu'il faut corriger les avis de certaines personnes. Ils voulaient occuper tous. Mais maintenant, puisque la globalisation, c'est pas possible, sans Chine, il y aura les autres personnes qui arrivent. De toute façon, la Terre devient de moins en moins grand et tout le monde qui peut participer. Donc, ça veut dire que les partenaires sont plus nombreux. Mais maintenant, notre tâche, c'est faire le gâteau plus grand. Le temps a bien changé, hein, donc la notion de gagnant-gagnant ne peut pas rester le même qu'il y a 20 ans. Voilà. Et je suis d'accord avec Madame Mia, et on revient sur les problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, au manque de compréhension, au manque de confiance mutuelle. Si on voit que, par exemple, pour certains pays qui voient la Chine entrer sur le continent africain, on nous voit comme un concurrent, mais on ne peut pas interpréter comme cela. Et puis aussi, la situation gagnant-gagnant ne peut être comptée que sur le plan de statistiques. C'est-à-dire que je perds 10% des poids, c'est-à-dire que je perds. Non, il faut quand même avoir une vision globale, une vision à long terme. Si on travaille ensemble, je cite un exemple entre la Chine et la France. Ces dernières années, lors des visites d'État et des visites des ministres des deux côtés, on parle souvent d'un thème, c'est une coopération trilatérale, n'est-ce pas? Et une coopération trilatérale, c'est un ménage à trois, c'est pas 3 mariages, n'est-ce pas? C'est pas la coopération sino-française en Afrique, mais avec l'Afrique. Pourquoi avec l'Afrique? Parce que l'Afrique, on vous considère comme aussi un acteur principal. Il s'agit d'un marché à fort potentiel. Donc, on est là pour travailler avec vous dans un esprit d'égalité. C'est-à-dire, on vous voit comme nos confrères, dans un esprit fraternel. Et puis, là, il faut déjà commencer à travailler, mais aussi, il faut éviter la méfiance locale, la méfiance chez les Africains. Parce que souvent, les Africains pensent que vous venez chez nous, est-ce qu'il s'agit d'un néocolonialisme dont on a parlé beaucoup? Mais surtout si la Chine travaille avec la France. Pourquoi néocolonialisme? Parce qu'on a déjà vu l'ère du colonialisme fait par les Occidentaux. Je dis la France, parce que moi, mon mémoire de licence portait sur la France-Afrique. Mais maintenant, la Chine, comme un nouvelle arrivée sur le continent africain, on est là pour gagner de l'argent. On ne cache pas cette intention, mais c'est normal, parce que quand on parle de l'économie, quand on parle du business, il faut gagner de l'argent. Mais en même temps que de gagner de l'argent, on doit contribuer quelque chose. On ne vous donne pas de poisson, on vous apprend à pêcher, c'est-à-dire qu'on travaille avec les locaux pour bien construire, édifier votre pays, pour vous faire gagner plus d'argent.
qui se manifeste dans votre salaire et vous êtes content de votre boulot. C'est comme ça on travaille, on se développe des deux côtés. Et ça, je l'appelle la situation gagnant-gagnant. Je pense, quand on revient sur le thème de Davos, en fait, beaucoup de monde se concentre sur l'économie chinoise aussi. Et on a vu que sur le site internet de Davos, on a publié un article en disant que l'agence de notation Moody's a infligé à la Chine le premier abaissement de sa note depuis 28 ans. C'est quand même quelque chose. Pensez-vous que c'est un signe inquiétant, Madame Liang? Je ne pense pas, oui, vraiment, Moody's a son avis. Mais quelques jours après, je vois que MF et World Bank et le Morgan, ils présentent aussi leur avis optimiste sur l'économie chinoise. Donc, ces deux avis, au contraire, lequel est correct, lequel est juste. Ça veut dire l'économie chinoise est très compliquée et notamment le système, c'est complètement différent que l'occidental. Donc, d'après les critères occidentaux, peut-être il aura avoir un résultat bien difficile ou très différent que la Chine. Pour quelques dessins, on ne peut pas dire, c'est comme ça. Donc, il faut regarder en global la situation, les chiffres de Chine, parce que maintenant, même tout le monde a le voie de connaître la situation chinoise par les chiffres, par les reportages. Donc on peut voir les autres organes financiers très importants présentent leur avis complètement au contraire que Moody's. Si on s'interroge sur le comportement de Moody's, cette fois, on peut tout d'un coup trouver que la raison est très simple. C'est que le taux de croissance du PIB de Chine en 2015 et 2016 est le moins élevé depuis les années 90. C'est pourquoi Moody's a fait cela, a dégradé la Chine. Mais je ne pense pas que ce soit correct. Parce que pour l'économie, c'est normal qu'on a des hauts et des bas. C'est tout à fait normal. Et puis souvent, la bonne forme de l'économie, de la tendance économique d'un pays, c'est comme une courbe. On a des hauts et des bas. Mais à long terme, ça crée une belle courbe. C'est normal. Et puis, on a déjà vécu des taux de croissance incroyables, impeccables dans les années précédentes. C'est normal qu'on revienne un petit peu sur la normale. Et puis après, on se prépare pour mieux repartir. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, comme l'a dit tout à l'heure Madame Miao, Moody's, ce n'est qu'une agence. Ce n'est qu'une agence. Et puis, leurs résultats, leurs rapports, on peut le traiter comme une référence, mais pas une référence absolue. C'est-à-dire qu'on peut le traiter comme une bonne raison pour laquelle la Chine doit s'efforcer de travailler plus, de travailler mieux, tout en trouvant des remèdes à des problèmes sociétaux à l'intérieur de notre pays. Par exemple, on a déjà promulgué le 13e plan quinquennal dans les années à venir. Là-dedans, on a proposé un bon nombre de mesures, de politiques pour mieux résoudre des problèmes actuels qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Mais pour Moody's, on dit que, OK, il est là, il nous donne un signe, il nous supervise, mais il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. On voit que le Davos en fait propose avec le industriel 4.0 en fait cela s'agit aussi de trouver de nouveaux moteurs de croissance, de nouveaux points de développement. Alors, quels sont pour vous les moteurs de croissance pour l'économie chinoise aujourd'hui? Et en fait, le gouvernement a fait pendant plusieurs années de ce qu'on appelle la transformation du modèle économique. Est-ce que les réformes économiques progressent de manière satisfaisante, Madame Liang?
Dans l'économie, on peut voir dans l'histoire, il y avait des grands développements industriels ou bien pour l'économie. Ça veut dire d'abord innovation de l'électricité. D'abord, c'est innovation de machines à vapeur. Et après, c'est innovation de l'électricité. Et aussi, on peut voir aussi l'informatique. Ça veut dire la nouvelle technologie pour promouvoir le progrès de l'économie. Ça veut dire la nouvelle technologie apporte la nouvelle fabrication. Donc pour l'économie, un élément très important, c'est la fabrication, et notre élément très important, c'est la consommation. D'une part, l'innovation de nouvelles technologies pour la Chine, c'est un moteur très important. Maintenant, nous sommes en train de marcher sur cette route et on peut voir la Chine a fait un grand progrès. Et chaque année, je vois que des douzaines, même un million d'innovations a été demandé le droit. Et aussi l'autre consommation, parce que la Chine, je dis que l'urbanisation chinoise simplement à peu près passé de moitié, 40%, et nous sommes en grande marche à développer, ça veut dire pour la partie de l'ouest de Chine. Et aussi la Chine ne se limite pas simplement sur la Chine. Il y a encore un grand monde et maintenant nous sommes entrés dans l'ère de mondialisation. Ça veut dire tout le monde peut participer à la globalisation, ça veut dire tout le monde qui participe au système de l'économie chinoise et aussi au système économique mondial. La Chine aussi participe au système économique mondial, comme l'Afrique, comme l'Amérique latine, comme l'Amérique du Sud. Donc pour la Chine, les nouveaux moteurs et la nouvelle technologie, et l'autre c'est la recherche de nouveaux consommateurs et nouveaux fabricateurs. Pour ajouter juste un point, c'est que le gouvernement chinois attache une grande importance à l'économie domestique en Chine. Et puis l'année dernière, on voit que la conférence centrale sur le travail économique a eu lieu, qui nous donne un signal, un message très fort et puissant, c'est qu'il faut qu'on, dès maintenant, on se met à travailler, on s'efforce de travailler sur l'économie domestique. Et puis après, on a proposé des mesures comme la réforme structurelle du côté de l'offre. Et puis aussi le 13e plan quinquennal dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là-dedans, le message est très clair. C'est qu'il faut essayer de retrouver un rééquilibre puissant, dynamique, entre d'un côté la demande et de l'autre côté l'offre dans le marché chinois. Et puis aussi, la Chine approfondit, est en train d'approfondir un vaste programme politique pour déjà réduire, pour la réduction des surcapacités de production, pour le déstockage des biens immobiliers, pour l'affaiblissement de l'effet de levier, pour le renforcement des maillons faibles et aussi pour la baisse des coûts. Ça, c'est très important et ça concerne directement la vie du peuple chinois. Donc là, c'est un long processus à parcourir. Il faut dès maintenant, qu'on ait une idée déjà en tête et puis après, on fait des mesures pour les mettre en œuvre. Ça, c'est très important. Et puis avec toutes ces politiques, toutes ces mesures mises en œuvre, et puis avec un petit peu de patience, avec la confiance dans le futur de notre pays, je pense que les problèmes, bien sûr, on reconnaît que les problèmes sont là, sont nombreux, mais quand même, avec de la patience, avec de la sagesse chinoise, avec de la solution chinoise, on peut quand même, dans le futur, dans le proche futur, créer un nouveau modèle chinois pour donner une bonne réponse au monde, aux attentes du monde entier. Voilà. Alors, je vous remercie à tous les deux d'avoir participé à notre discussion avec nos téléspectateurs. Merci. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.